Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 35% les amis. On est toujours à Béziers lors du séminaire de Préto Galaxy. Encore un invité exceptionnel, Pierrick Ballanger. Salut Yacine. Ça va, tu vas bien? Très bien et toi? Bah écoute, ça va. Merci d'avoir accepté cette interview. Ça va être trop sympa, j'espère en tout cas. On va parler un peu de ton parcours, de ce que tu fais et de comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots et nous parler un peu de ton parcours un peu académique et pro? Ouais, sans aucun problème. Mais écoute, Pierrick, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le courtage. J'ai commencé en 2010. Ok, Parcours un peu atypique parce que je n'étais pas du tout issu du domaine ni bancaire ni immobilier. À la base, issu du commerce et de la grande distribution. tu faisais Et quoi? j'étais adjoint de direction dans un magasin de grande distribution du groupe Carrefour. Ok, ok. Voilà, donc qui n'était pas du tout destiné à arriver dans le courtage et c'est une rencontre qui m'a fait arriver dans le domaine. Et tes études, t'as fait quoi? En études, j'ai fait juste bac pro. Ok, Très vite, j'ai su que j'avais une fibre commerciale, donc je me suis très vite lancé dans la vie active. Ouais. ok. Et de ton bac pro, du coup, direct dans la grande distrib? Non, j'ai fait plusieurs petits magasins de vente sport de montagne dans une grande enseigne parisienne, avant de finir effectivement dans la grande distribution assez rapidement. Ok. Et parisien, du coup? Non, du tout. Ok, Normand de naissance. ok. Normand, et tu t'es expatrié à Paris? Ouais, j'ai mes parents qui sont partis vivre sur la région parisienne quand j'avais une dizaine d'années. Donc Ok, nous, on a suivi. J'ai fait toute mon adolescence sur la région parisienne. Ensuite, je suis parti sur Marseille 5 ans ok, et remonté sur Paris avant de finir à Biarritz. ok, ok. Donc là, aujourd'hui, Biarritz? Biarritz, ouais. Ok. Et je suis très curieux de savoir, c'est quoi cette rencontre qui t'a fait rentrer dans le courtage? C'est une rencontre un peu particulière. J'ai bossé après être remonté sur Paris, avoir quitté Marseille. J'ai mon papa qui avait lancé une société de vente de hi-fi vidéo haut de gamme. Ok, Et il se trouve que par des relations, j'ai été amené à installer du matériel hi-fi vidéo chez le PDG de CAFPI de l'époque, Maurice waouh, Assouline. incroyable. Et je m'en souviendrai toujours, c'est en étant chez lui et en installant tout son matos qu'il a décidé de me recruter. J'étais sur l'escabeau en train de tout mettre en place. Ouais. C'est dingue. Et raconte, il t'a dit quoi? Ah, Maurice, c'était quelqu'un de particulier. Il avait cette faculté de sentir chez les gens une appétence, qu'elle soit commerciale ou autre. Et il a beaucoup insisté pour que je rejoigne CAFPI. À l'époque, je sortais d'un carton de moto, donc convalescence pendant 3 ans. Et reprendre en tant que non-salarié, c'était un peu compliqué. Ok, Mais on a réussi à trouver un moyen de fonctionner qui me permettait de me remettre le pied à l'étrier. ok, Voilà, il a pas mal insisté, ça s'est passé sur peut-être 2-3 semaines et au final, au bout de 3 semaines, j'ai dit allez, je me lance. ok. Et c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Ouais. Incroyable. Et donc, attends, t'installes le matos chez Maurice. Tu, il te recrute. T'as 3 semaines quoi, de battement où un peu il te forme et il t'explique un peu le métier. Non, il y a eu 3 semaines de réflexion et Ah oui, ok. ensuite, au bout de 3 semaines, il m'a dit bon bah ok, on s'est mis d'accord, roule. Et j'ai commencé comme ça, où à l'époque, on n'avait pas encore le métier de courtier n'était pas encore autant réglementé. Ok, Donc on n'avait pas tous les systèmes de formation qui existent aujourd'hui. On te faisait rentrer dans une boutique, on te disait bah voilà, je te donne ta Bible, c'est le guide du logement. ok. Apprends-la par cœur et puis tu seras aux côtés d'un commercial. Et c'est comme ça que moi j'ai fait mes armes. Ouais. Alors, ça peut te paraître évident, mais c'est quoi le guide du logement du coup? Le guide du logement, c'est un guide qui paraît tous les ans, Ok. qui reprend toutes les normes du logement, le type de garantie, le type de prêt qu'on peut mettre en place. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, il existe, ouais. Ok. Et il a du sens du coup aujourd'hui encore ou Bon, maintenant, avec tous les systèmes de formation qu'on a, qui sont développés par les différents courtiers, et l'accès à l'information qu'on a avec Internet et autres, ça va très très vite. Donc tu vas beaucoup plus vite sur les sujets qui t'intéressent, là où avant, il fallait taper le bottin, quoi. Ok, ok. Et donc tu commences à Paris? Je commence à Paris, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ouais. Ok, et tu deviens courtier. Raconte-nous un peu, c'est quoi le métier de courtier en 2010 En 2010, on n'est pas réglementé, on est agent commercial. Ok, Donc accéder au métier était finalement assez simple. ok, Et puis le métier de courtier n'a pas beaucoup évolué. Hein. Les outils ont évolué, la façon de travailler a un peu évolué, mais le job final restait le même. ok. Aller capter des clients au travers des apporteurs d'affaires, ton réseau, ton relationnel. On gagnait bien sa vie? On gagnait très bien sa vie.
À l'époque, il n'y avait pas encore eu la réglementation sur la baisse, ou en tout cas, c'était pas une réglementation, mais il n'y avait pas eu la décision des partenaires bancaires de baisser les commissionnements bancaires. Un ordre d'idée, genre, tu facturais combien en nono et tu pouvais avoir combien sur un projet classique à 250 000 euros par exemple Ah bah à l'époque, toutes les banques te payaient 1%. Ok. Donc 2500 euros. Donc tu étais sur une base à 2006, ouais, ça, 2005, 2006, en fonction des secteurs où tu étais. Si tu étais sur la région parisienne, tu finançais des projets à 500-600 000 et tu prenais 5 ou 6 000 euros de commission. Wow. Et les frais de dossier n'étaient pas du tout ceux qu'on connaît aujourd'hui. On était plutôt sur une base à 500 ou 950 euros à l'époque. Ah oui, du coup, ok, c'était compensé par. Ok. Il y avait même des courtiers gratuits, je crois. Il y avait des courtiers gratuits, ouais. Il y en avait beaucoup et c'était là-dessus qu'ils essayaient de faire leur différence. Et aujourd'hui, ces gens-là ont complètement disparu. Ok. Et bah écoute, trop cool. Et alors, donc, tu restes combien de temps chez Gaspi? J'ai fait, sur les 15 années, j'ai fait 12 ans. Ok. 12 ans. 12 ans, t'as bougé un peu? Ouais, j'ai bougé, j'ai commencé à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ensuite, on a repris, le collègue qui m'a formé, qui a repris l'agence, qui est devenu responsable d'agence à Champigny-sur-Marne, où là j'ai fait 2 ans de plus avant d'ouvrir une agence sur Saint-Maur en 2015. Ok. Qui est devenue une grosse agence, je crois. Qui était devenue une grosse agence, non, on faisait 650-700 000 euros de chiffre, on était 4, Ok. ça fonctionnait plutôt bien. Ouais. Et du coup, ouais, j'en parlais avant-hier avec David, qui lui est aussi un ancien de la CAFPI. Ouais. Et on parlait un peu des différences entre les réseaux. Et moi, je lui disais que quand j'ai benchmarké un peu les réseaux, quand je devais changer et choisir, j'ai l'impression que la CAFPI était un peu en retard technologiquement sur certaines choses. Et il m'a tout de suite répondu, alors peut-être, mais en tout cas, j'ai pas connu un conseiller qui faisait moins de 100 000. Et que c'était un peu une particularité de la CAFPI, c'est que c'était une excellente école de formation. Ça a été une excellente école de formation, ouais. Effectivement, technologiquement, on n'était pas à la pointe, mais c'était compensé par d'autres choses et dans ton quotidien de mandataire, c'était pas un point bloquant. Et je crois qu'ils se sont rattrapés depuis. Ils se sont rattrapés, il y a eu pas mal d'évolutions auxquelles on a participé, que ce soit David et d'autres du réseau. Alors c'est pas la technologie dont on dispose aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais oui, ça évolue quand même dans l'intervalle. Et donc du coup, tu me disais Saint-Maur, et puis ensuite Champigny-Saint-Maur. Champigny-Saint-Maur, j'ai fait Saint-Maur de 2015 à 2018, et en 2018, j'ai pris un poste de directeur de secteur, toujours chez CAFPI, salarié, et ma mission c'était d'accompagner commercialement les différentes agences du 64, une partie du 40, donc les Landes, Pays Basque, et puis le Béarn. Ce qui a fait que tu t'es installé à Biarritz. Ce qui a fait que je me suis installé à Biarritz, c'est où là j'avais 5 agences et puis une soixantaine de mandataires à accompagner commercialement dans leur développement. Et là, si je me souviens bien, 2015-2016, là on est dans les années folles. Ouais. C'est l'orgie. 2013, ouais, on peut 2013 jusqu'à 2022, oui, ça a été un peu de la folie. Ouais. Et du coup, ça produisait comment, à peu près? Un mandataire moyen, il faisait quoi là-bas? Bah, c'est ça, un peu ce que te disait David. Un mandataire moyen, même sans trop se donner les moyens, avec tout ce qui était rachat et les conditions de taux qui étaient assez basses. On a connu une période entre guillemets facile dans notre métier, à cette période-là. Donc tu avais un bon nombre de conseillers entre guillemets assis, mais parce que le client arrivait tout seul et il y avait un flux important. Ouais. Ok. Et du coup, le 100 000 minimum, c'était largement... Ouais, c'est ça, 80, 100 000. Si le mandataire forçait pas trop et s'en donnait les moyens, tu arrivais à 100 000 assez facilement. Ouais. Ok. Et trop stylé. Donc 2016, et quand est-ce que... Donc tu continues chez CAFPI? Ouais, chez CAFPI, ouais. Et quand est-ce que tu rejoins Preto Galaxy ex All-in? Quasiment au tout début. Ok. Je te parlais de rencontre tout à l'heure, c'était un peu ça aussi dans le cadre de moi, mon changement de structure. CAFPI a été racheté en 2021, Ok. fin 2020 je crois, par un fonds d'investissement. J'étais plus aligné avec les valeurs de la boîte et ce qui nous était demandé de faire. Et dans cet intervalle-là, je me suis donné une petite année pour faire un peu comme tout le monde, un peu un benchmark de ce qui se passait ailleurs. Et c'est là que tu prends du recul et que tu te dis que tu as passé 12 ans dans une boîte en étant piqué à fond par la boîte et sans avoir finalement regardé un peu ce qui se passait autour. Et tu t'aperçois qu'il y a des belles choses.
Et fin 2021, octobre-novembre, je rencontre Laurent Desmas, Pierre Chapon, Renaud Pestre et Jérôme Sor, que je connaissais déjà, qui était avec nous chez CAFPI. Ok. Et finalement, il me parle du projet qui m'emballe, qui me plaît énormément, et je me dis, ok, ça y est, je sais où je vais. Ok. Et donc je rejoins All-in dans les tout débuts. Ok. Donc tu es les fameux rang 1, alors pas rang 0 du coup. Si, rang 0. Rang 0, tu fais partie du rang 0. Avec ok. Fred, avec Ok, David, d'accord. avec Alex, Et Nathalie. Marc et Nathalie, exactement. Ok, trop stylé. Et alors, du coup, raconte-nous un peu, genre, rentrer dans une boîte qui se crée, en fait, parce que tu sors quand même d'une grosse cash machine Ouais, qui tourne Ouais. et avec vraiment des certitudes plus ou moins sur le long terme. oui. Et on est en 2021, 2022 Début 2022 du coup. Le 2022. lancement d'All-in c'est avril 2022. Ok, Et officieusement, les échanges ont eu lieu octobre-novembre. ok, Euh, et Pierre, Renaud, Laurent avaient un cadre, Ok. mais voilà, mais ils nous ont dit, on sait à peu près où on veut aller, par contre Ok. on ne sait pas forcément comment, ok. et c'est à vous de nous aider à construire et à bâtir ça de demain. Et c'était le challenge qui m'a intéressé, mais oui, forcément tu as des doutes parce que tu sors d'une structure que tu connaissais par cœur, où c'était huilé, tu avais tes apporteurs, moi j'étais responsable d'agence aussi, donc tu prenais l'intéressement sur les agences. Forcément, tu doutes quand tu parles d'un truc que tu connais pas. Ok. Et juste pour se rendre compte, de CAFPI à All-in à l'époque, du coup, tu Ouais. passais de combien en combien en deal En termes de quoi? en termes de rétrocession? Eh ben, moi, je passais d'une agence qui faisait 700-800 000 sur lequel on prenait 10%, donc Ok. ça fait 70 000, à rien puisque tu repartais de zéro, il fallait tout rebâtir. Oui, bien sûr. Mais je te parle du deal de commissionnement. On passe à l'époque, moi je passe à l'époque de 60 à 60, à 60 aux mêmes conditions parce qu'en 2022, le contrat commençait à 60, Ok. avant Ok, qu'il ok. soit revu un an plus tard. Ouais. Ok. Mais alors, ce que j'essaie de comprendre, Pierre, c'est qu'est-ce qui te motive et c'est peut-être plutôt le manque d'alignement du coup avec ce que tu avais avant. Non, il y a plein de choses en fait. Après de 12 ans dans une boîte, ce qui était un record pour moi, j'avais fait le tour du sujet. Je voyais qu'effectivement, je n'étais plus aligné avec les repreneurs et que la direction qu'on prenait n'était pas celle que j'avais envie de prendre. Et en face, All-in, ex-All-in et maintenant Preto Galaxy, offrait un environnement de travail complètement différent, où tu récupérais une liberté totale. Et le mentoring. Et effectivement, cette nouveauté qui arrivait, qui était le mentoring. Et voilà, moi, le challenge m'a plu de me dire, tu te lances dans un projet, tu prends des risques, ok, mais parce que ça te motive et parce que ça te donne envie de te lever tous les matins, quoi. Activité en plus de mentoring que tu connaissais indirectement via ton animation commerciale d'agence. C'est déjà ce que tu faisais. Non, pas du Ouais, tout. alors, le système n'est pas du tout le même parce qu'en Ok. fait, dans le système CAFPI et chez beaucoup de courtiers qu'on connaît, quand tu es responsable d'agence, t'es plus sur du management, Ok. même si on ne veut pas se le dire, la réalité c'était ça. Et que le mentoring, c'est complètement différent. On n'est pas dans le management, on est dans l'accompagnement, le transfert des compétences, la duplication de ce qui marche et transmettre le savoir. Ce qu'on faisait un peu indirectement en tant que responsable d'agence, mais l'approche et la philosophie n'est pas du tout la même. Ok. Donc tu te lances chez Preto Galaxy. Je me lance chez Preto Galaxy, ouais. Officiellement, les contrats sont signés en septembre 2022. Ok. Il fallait quelques temps pour faire les transferts Bien sûr. et tout gérer, mais ouais. Et alors, que je comprenne un peu ta prod et me rends compte un peu de ce que tu fais. Ouais. Puisque alors, 2022, ça va être une année un peu chelou pour toi, puisque tu es à moitié. Ouais. Donc on peut pas trop se rendre compte. Mais par exemple, 2021, tu fais une année à combien toi en prod? 2021, je sors à un peu plus de 200 000. Ok. Et alors 2023, du coup, l'année de merde pour tout le monde. 2023, je prends une grosse gamelle. Je prends une grosse gamelle pour plusieurs raisons. La première, c'est que donc moi je suis arrivé sur Biarritz et sur Biarritz, je n'avais pas cherché à l'époque à développer mes apporteurs d'affaires parce que mon but était d'accompagner les équipes, donc j'ai pas cherché à le faire. Ok. Et j'ai un peu tout fait en même temps en fait. Changer de structure, repartir à zéro dans ma prod, donc je fais une toute petite année, 70 000.
Ok. Ce que j'ai jamais connu. Même ma première année chez KFP à l'époque, en 2010, je fais 95. Ok. Donc grosse gamelle, mais parce que aussi j'ai loupé des étapes. Et notamment, je me suis concentré énormément sur le mentoring au démarrage. Ok. Convaincu de la chose, mais pas avec la bonne approche. Ok. Ce qui fait que les mandataires sont rentrés beaucoup plus tard. Ok. Ok. Et 2024 alors, du coup, année du rebond, est-ce que tu arrives à sauver les meubles et à repartir un peu sur des niveaux de prod? 2024, année pas du rebond, de la reconstruction, je te dirais. Ok. J'ai appris de mes erreurs. Période un peu compliquée 2024, mais sur tout un tas de sujets, que ce soit perso ou pro. Donc j'ai reconstruit pour finalement repartir fin 2024, début 2025 sur des ambitions qui sont tout autres. Ok. Objectif 2025, t'en as un là en tête? Objectif 2025, ouais, moi en termes de chiffres, l'idée c'est d'être aux alentours des 150, Ok. 120, 150, mais surtout d'accroître le développement des équipes, c'est vraiment le truc qui me botte. Et aujourd'hui, ton équipe, ça représente combien de personnes? On est un peu moins d'une cinquantaine aujourd'hui. Un peu moins d'une 50. Ouais, mais c'est quand même énorme. Enfin, On a ça quand fait même- beaucoup de gens quand même. On a une très Ok. Pierrick, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous faire gagner du temps et nous dire Ouais. quelles sont les erreurs que tu as faites, toi, du coup, sur ton mentoring et qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça fonctionne aujourd'hui? Les grosses erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai convaincu du système du mentoring, j'ai axé, si tu veux, tout mon travail et toute mon énergie au démarrage sur cette partie-là, Ok. au détriment de la production. Ce qui fait que du coup j'ai eu 2 années un peu casse-gueule. Ça c'est la première erreur que j'ai faite. Donc si j'ai un conseil aujourd'hui, avec le peu d'expérience que j'ai et le recul que j'ai là-dessus, c'est de continuer à maintenir un niveau de production à minima, et de consacrer du temps dans le développement, un temps défini en fonction de ce que tu veux faire. Est-ce que c'est 50% de ton temps, est-ce que c'est 30% de ton temps? L'idée c'est ça. Et c'est vraiment ça que moi j'ai loupé, où j'ai vraiment trop investi et ça n'a pas marché tout de suite, quoi. Il faut savoir que le mentoring, c'est 6, 8, 12 mois entre le moment où tu Ouais, discutes avec les un cycles sont longs. Exactement. J'en profite d'ailleurs, hein. Si vous voulez nous rejoindre, les amis, n'hésitez pas à. Je regarde juste les diodes des micros, je me dis waouh, si ça marchait pas, c'est un peu chiant. Si vous voulez nous rejoindre, les amis, que ce soit moi ou l'équipe de Pierrick, on vous mettra des liens du coup dans les notes du podcast ou dans la description YouTube, pour que vous puissiez contacter Pierrick ou moi pour rejoindre Preto si on vous a donné envie. Ok, donc du coup, bien partitionner un peu tes efforts entre la prod et le mentoring. Ouais, surtout ne jamais couper la prod, toujours garder un niveau de production. Et puis après, aujourd'hui, je pense que c'est des choses qu'on met avec l'ensemble des rangs zéro et des mentors, quels qu'ils soient. C'est des tips qu'on se partage sur comment toi, tu as réussi à gagner du temps ici, comment moi, j'en ai perdu et comment je peux t'éviter justement ces petits pièges-là. Ok. En tout cas, c'est ce que je partage moi aujourd'hui aux équipes qui sont avec moi, et c'est des petits process qu'on a mis en place. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est typiquement les présentations que tu peux faire en mentoring, c'est ne pas les faire seul. Parce que la personne qui va faire sa présentation seule, bien souvent, elle a son prisme, sa vision, et elle va identifier un certain nombre de souffrances du mandataire, ou en tout cas de points de blocage ou d'irritants du mandataire avec lequel il est en train d'échanger, mais pas forcément sur d'autres qui sont peut-être les plus importants. Et ça, c'est primordial. Pouvoir faire ces présentations à deux, tu gagnes un temps monstrueux. Et ce qu'on appelle le R0, le premier contact, le rendez-vous découverte que tu fais avec ton prospect, c'est d'écouter, beaucoup questionner, et écouter vraiment la personne, quels sont ses points de blocage, ses irritants du quotidien dans son activité, qu'est-ce qui lui, aujourd'hui, fait qu'il se pose des questions de quitter la structure dans laquelle il est, et qu'est-ce que nous, on va pouvoir lui apporter demain dans le cadre de son activité pour accroître son développement, sa production et tous ces sujets-là. Passionnant. Et oui, du coup, on fait des SaaS, ce qu'on appelle en fait, ce que Ouais. IAD appelle des opportunités. Des PO, des opportunités de business et de développement. Ouais. Opportunités d'affaires et présentation d'opportunités d'affaires. Exactement. Voilà. Et chez nous, ça s'appelle des SaaS, puisque du coup, on a Ouais. une galaxie et on est des astronautes. Et du coup, le SaaS, pour rentrer dans le vaisseau, c'est les POA du coup, de chez IAD. Merveilleux. Et sur ta prod, toi, aujourd'hui, tu bosses comment? Comment est-ce que tu arrives à un peu sécuriser du chiffre et c'est quoi tes leads, en fait tes sources de leads du coup? Tu fais comment là aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai mes apporteurs parisiens historiques que j'ai conservés, qui étaient des CGP historiques avec lesquels j'ai bossé, et où on était déjà à l'origine dans un mode de fonctionnement où on voyait
peu le client. Aucune difficulté du coup à bosser à distance? Non, pas du tout, justement. Et puis après Covid, le développement de la visio, y compris, ça a fait beaucoup de bien en banque, où les banques étaient un peu archaïques et sont passées à ce stade-là. Aujourd'hui, c'est passé dans les mœurs. Tu fais les rendez-vous entre les outils qu'on a qui permettent aux clients de uploader leurs documents en amont d'un rendez-vous et puis toi, la visio derrière. Ça se fait très très bien. Donc apporteur d'affaires, redéveloppement sur la partie de Biarritz et après, c'est beaucoup de parrainage. Ok, nickel. Et pour délivrer, du coup, les outils Preto nous aident énormément. Mais est-ce que toi, tu as des tips en plus de la techno qu'on a qui nous permet en fait d'avoir des contacts sur toute la France? Non, après c'est des petits tips mais de commercial un peu à l'ancienne. Ça nous intéresse. Quand tu as un contact qui ne te vient pas d'un apporteur d'affaires directement, c'est éventuellement de remonter ton compromis, voir avec qui il a signé son compromis de vente en direct, est-ce qu'il y avait un agent immobilier. Si c'est un agent immobilier, passer un coup de fil en fonction de sa zone géographique, voir si on peut bosser ensemble. C'est des petites choses comme ça qui te permettent Mais très simple, mais du coup, on ne se rend pas compte. Quoi, Très simple et que tout le monde connaît finalement. J'ai rien inventé, hein. C'est des choses qu'on nous a apprises. Bien sûr. Mais c'est pas évident si on ne te l'a pas dit une fois et que tu ne regardes pas dans le compromis s'il y avait une agence, puisque on est tous tunnelisés un peu sur nos dossiers. La problématique, c'est qu'on le sait tous, on a tous la connaissance, on le sait qu'il faut le faire, mais on oublie de le faire parce que pris dans le quotidien. Et quand tu as un besoin de développement, c'est un moyen rapide de pouvoir capter de nouveaux apporteurs. Parce que tu vas remonter le compromis, tu vas prendre contact, tu vas leur dire que tu as le client en charge, tu vas leur donner les accords de principe. Et voilà, et ça peut déclencher un apporteur de plus ou deux, très simplement. Ok. Écoute, merci Pierrick pour toute cette valeur. Je t'en prie. On va aborder un sujet, les amis, attention, j'ai validé, avant de dire ce que je vais dire, j'ai validé avec Pierrick avant de lui en parler. Du coup, on est à Biarritz, là, en séminaire. Et du coup, on met des shorts, on va à la piscine et j'ai remarqué qu'il manquait un pied à Pierrick. Une jambe entièrement Entière, ok. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que du coup, moi, je n'osais pas te poser la question. Et je t'ai demandé juste avant l'interview, est-ce qu'on peut en parler? Tu m'as dit aucun problème. Ouais, je suis très à l'aise avec le sujet, c'est pas un problème pour moi. J'ai fait... Quand je suis parti sur Marseille, je suis fan absolu de moto depuis gamin. Et un jour en rentrant du boulot bêtement. Je viens d'avoir mon A2. Hein. Je crois que tu vas me calmer. Du coup, moi, c'était le premier permis que j'avais. Je suis arrivé au permis voiture en bécane avec mon permis bécane en poche. Donc c'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus. Tu roulais sur quoi à l'époque? À l'époque, je roulais sur un 600, un FZ6, 600 phaser. Yamaha, exactement. Et journée un peu habituelle, on part au boulot avec mon directeur de magasin à l'époque, parce que c'est l'époque où j'étais dans la grande distribution. Et on se fait une grosse journée, lui, motard aussi, et puis je sais pas, 13-14 heures, on se dit bon allez c'est bon, on a fait la journée, parce qu'on avait commencé à 5 heures le matin. Et on se dit bon on rentre tranquille, on va manger un morceau ensemble. Et sur la route, carton en bécane, en pleine ligne droite, une voiture qui a voulu tourner au dernier moment pour prendre une intersection. Et sans clignotant? Sans clignotant, sans rien. Et donc moi j'ai réussi à l'éviter en passant sur le côté de la voiture. Et mon pote qui était derrière en moto, lui, n'a pas eu d'autre choix que de venir sur moi. Sinon il prenait la voiture de plein fouet. Donc à coup sûr c'était la mort au bout. Et en faisant ça, malheureusement, il m'a percuté. Donc tu passes au cul de la moto? Je suis passé au cul de la voiture. Et une fois que la voiture était perpendiculaire à la route, mon pote qui était derrière n'avait pas d'autre option que de venir sur moi. D'accord. Et en faisant ça, en fait, il a percuté la moto et ça m'a envoyé dans un poteau EDF. Qui a coupé la jambe, qui a sectionné? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On a fait 13-14 fractures sur la jambe, artère fémorale éclatée. Par chance, t'es censé mourir Je suis censé mourir sur le papier. Artère fémorale, on m'a dit que c'est terminé. Terminé, sauf si derrière toi, la bagnole qui arrive, ce sont deux infirmiers qui finissaient leur garde. D'accord. Et donc ils sont arrivés tout de suite parce qu'ils s'est passé. Attends. L'histoire est folle. Et ces gens-là sont descendus, ont fait ce qu'il fallait. Donc point de compression, appeler les secours, hélicoptère. Et puis j'ai terminé à l'hôpital Nord à Marseille. Voilà. Et alors du coup, est-ce que à l'hôpital il y avait un espoir de garder ta jambe ou c'était tout de suite pendant 3 mois. Pendant 3 mois, les médecins ne savaient pas. C'était un coup oui, un coup non. On va garder, on va pas garder. Qu'est-ce qui fait qu'on enlève une jambe?
Eh ben, nécrose des Nécrose. différents muscles, staphylo, un peu classique, j'ai envie de te dire. Et puis voilà. Puis au Et bout ça d'un se moment, soigne pas avec des antibiotiques. ça se soignait pas, c'était trop tard. Ok. C'était trop tard et pendant 3 semaines, quand tu montes à 40, 41 de fièvre pendant 3 semaines, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire. Ok. Ok. Donc la décision a été prise à la dernière opération d'amputer parce que tu n'avais pas le choix. Ok. J'ai un peu envie de creuser, je peux? Ouais, bien sûr. Et du coup, toi, dans ta tête, comment t'es à ce moment-là quand on te dit, bah, du coup, plus de jambe droite, plus de moto, j'imagine, du coup? Si, c'est pas incompatible. En auto? Ah bah oui, en automatique. Non, pas du tout, parce que moi c'est pied droit. Donc pied droit c'est le frein arrière. Et le frein arrière, ça se passe, tu peux le mettre au guidon sans aucun problème. Donc, Ok, c'est pas un, non, c'est pas un souci. Ok. Et ça m'a pas refroidi pour autant, je te rassure. ok. Donc tu continues, tu roules encore? Alors là, je roule plus, j'en ai plus moi directement, mais dès que je peux choper une bécane d'un pote et là, c'est dans, tu vois, ça fait partie de mes prochaines cibles sur l'année 2025. Ok, C'est fin d'année minimum à avoir repris la bécane. ok. Mais il y a quoi comme modèle qui pourrait être compatible avec ton Oh, handicap? n'importe quoi. Ah oui, d'accord, c'est pas C'est moi qui fais la forcément modification ou tu l'emmènes en atelier et ils te font une modification Attends, qui du te coup, permet. pied droit. Ok, ah oui, donc. Et, du coup, Gâchette comme un quad. Gâchette, main gauche. gâchette. Mais si t'as. Main gauche, c'est l'embrayage? Main gauche, t'as l'embrayage au-dessus, mais en bas, t'as le pouce qui est libre. Ah, ok. Donc Incroyable. tu peux tout à fait refaire ça. Donc non, moi ce qui a été compliqué à gérer au démarrage, c'est les 3-4 premières semaines. Parce alors, je suis désolé, hein, on va faire des questions crues, mais Ouais. du point de vue du boulot, bah, ça changeait pas grand-chose pour toi. Si, parce que Tu avais moi encore ton j'étais, cerveau, tes mains. Oui, Tu pouvais ça, encore oui. te servir d'un ordi et. Sauf que j'étais pas en bureau, moi j'étais vraiment en magasin, donc c'est. Ah putain, excuse-moi, je te j'étais voyais dans la courtier encore là. Ok, non, j'étais ok. j'étais dans la grande distribution à l'époque, donc terminé. Ok. Donc voilà, non, commenter, sur le coup, t'es pas forcément très vaillant parce que ce qui est compliqué, c'est l'ascenseur émotionnel où un jour on te dit oui, c'est bon, on te sauve la jambe. Oui, bien sûr. Et ça a duré quelques semaines. Et après, je pense que c'est aussi un état d'esprit et c'est à travers le sport. J'ai toujours été très sportif. À assez Tu faisais bon quoi niveau, comme sport? rugby, Ok. pendant des années, à un niveau suffisamment élevé pour avoir un mental qui me permettait de me mettre en condition. Et dans l'intervalle, j'ai la chance d'avoir dans ma famille un cousin qui est Juste au rugby, t'étais à quel poste? troisième ligne L. Donc Mais- t'étais celui qui courait ou tanquait? C'était quoi toi? Les deux. Ok. L'avantage de cette ligne-là, c'est que tu es en mêlée, mais à la fin. Ok. Et ton rôle, c'est de chasser 9-10. Ok. Donc tu es et avec les gros et avec les lignes arrière. Ok. Donc ça m'a beaucoup apporté parce que quand tu fais du sport à un certain haut niveau, tu as besoin d'une condition et physique et mentale irréprochable. Et c'est un peu ce qui m'a servi dans cette histoire. Parce que, donc je te disais, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage, dans ma famille, un cousin qui est chef de clinique, chirurgien dans cette clinique. Et ça m'a gonflé. Donc à un moment donné, je demandais à ce qu'on lui envoie les rapports Ok. pour que lui puisse me dire vraiment, sans langue de bois, sans détour, qu'est-ce qui était en train de se passer et à quoi je devais me préparer. Ok. Et lui, me connaissant, c'est ce qu'il a fait. Et il m'a dit, écoute, t'as un staphylo dans le genou. Là, ils sont en train de t'enlever les muscles les uns après les autres. Ça fait déjà 8 opérations. La prochaine, il n'y aura plus de muscles, clairement. Ok. Et donc, les deux alternatives que tu as, c'est s'ils arrivent à sauver, tu auras ce qu'on appelle une arthrodèse. Donc, on te visse cheville, talon dans le tibia. Donc, autant te dire que tu as une jambe de bois sans l'avoir. Ok. Et sinon, ils me disent c'est l'amputation. Alors là, c'est tout de suite le drame parce que l'amputation, tu te dis, c'est. Moi, j'étais resté à l'époque des pirates avec le truc en bois. Et du coup, non, il m'a envoyé pas mal de liens. Et ce qui m'a permis de me mettre du coup en condition et de me dire ok, c'est pas si grave que ça. Derrière, il y a des choses à faire. Et Je t'avoue que je t'ai croisé, je pense, 4 fois dans ma vie à l'époque de All-in, du coup, on Ouais, faisait bien des sûr. réunions. Mm. Et je n'avais jamais remarqué avant aujourd'hui, où du coup il faisait chaud et t'as mis un short. Ouais, je m'en cache Et pas. t'es venu à la piscine, du coup. Et tu as été tranquille hein, en plus. Ouais. Hein, genre vraiment pas de diff, sauf qu'il te manquait, voilà, il te manquait ta jambe. Et oui, et comment on appelle ça, une prothèse? Ouais. Elle est extrêmement stylée. C'est C'est Iron Man. On est sur. Ouais, sur c'est Iron un Man. peu, c'est un peu ce que disent les enfants. J'adore. Ok. Et il y a de la techno dedans ou, Ouais, bien sûr. C'est une prothèse qui est gérée par assistance électronique. Ok. Donc non, c'est des technologies qui ont largement évolué en quelques années, même si moi je suis pas forcément sur
les prothèses les plus évoluées, parce que les plus évoluées nécessitent obligatoirement de recharger ta prothèse. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai pas envie de me dire, tiens, putain, il faut que je pense à recharger ma prothèse avant de partir de mon bureau. Et ça fonctionne comment du coup? Là, c'est sur batterie. C'est sur des batteries qui durent 2 ans. Ok. Donc en fait, tu fais une révision comme une bagnole tous les 2 ans. C'est génial. Et bon, on va aller au bout, on va creuser encore. Ça coûte combien une prothèse? 20 000. 20 000 euros. Entre 15 et 20 000 euros. Et la partie remboursée par la Sécu? Alors sur tes prothèses du quotidien qui te permettent de retrouver une vie normale, c'est pris en charge à 100%. Ok. Alors pas moi au début, parce que celle avec laquelle j'ai été appareillé, c'était une prothèse qui venait tout juste de sortir. Ok. Et c'est un peu comme, dans le monde automobile, quand tu vas engager une voiture en compétition, il faut que tu en sortes un certain nombre de séries avant de pouvoir engager la voiture. Bah là, c'était un peu le cas. Donc la première, je l'ai payée intégralement et j'ai aidé la marque à développer pour qu'ils puissent faire l'agrément. Et aujourd'hui, elles sont prises en charge. Ok. Et du coup, j'imagine que la marque te l'offre puisque tu les as aidés. Et la marque me l'a offerte la première. Finalement, je l'ai achetée et finalement, on s'est débrouillé autrement sur pas mal de sujets. Ouais. Ok, trop cool. Je les ai aidés à développer ça. Ouais. Trop cool. Et tu continues à faire Enfin, tu es fit encore, t'as pas pris de poids. Qu'est-ce que tu as fait comme sport du coup avec Qu'est-ce qui est possible de faire? Bon, tu peux faire plein de choses. Après, tu t'es limité par la prothèse en elle-même. En fait, si tu veux, donc je te disais, tu as une prothèse pour le quotidien et après, tu as une prothèse par sport spécifique. Ok. Ce qui fait que si tu veux faire de la course, il faut que tu t'achètes une lame. Si tu veux, là, j'habite Biarritz, j'aimerais bien me mettre au surf. Donc il va falloir que j'investisse dans une prothèse pour le surf. Tu veux faire du vélo, c'est un autre type de prothèse. Ok. Ah, ça, c'est un peu la limite du truc et qui peut vite coûter cher dans ce domaine. Oui, à chaque fois, c'est des billets de 10-15 000 du coup. 10-15 000 qui sont pour le coup plus pris en charge par la Sécu puisqu'ils considèrent que c'est de l'accessoire. Ok. Et toi, du coup, tu fais quoi? Moi, je fais de la boxe en Et salle. tu peux en faire avec celle-ci ou non? Ouais, je n'ai pas besoin de changer, j'ai celle-ci. Ok. Alors, les déplacements sont beaucoup moins rapides que d'autres, mais Incroyable. ça se fait bien. Et est-ce que toi, tu as pu te servir un peu de ce qui t'est arrivé, notamment sur cet accident, dans le boulot aujourd'hui pour peut-être un peu relativiser ou je sais pas, en fait, qu'est-ce que toi. Ou pas du tout, hein, si tu peux me dire que non, ça vraiment ça m'a rien apporté. Si, après, c'est un ensemble de choses. C'est pas uniquement ça. C'est si tu veux, le caractère de sportif que j'ai eu qui m'a permis de passer ce step-là psychologiquement. Et qui derrière, du coup, cet événement t'en fait une force. Parce que tu me disais tout à l'heure, je t'ai vu marcher, j'ai mis 4 fois avant de remarquer que tu avais quelque chose. Bah non, parce qu'il a fallu que tu sois en short pour que je le vois en fait. Oui, mais parce que moi j'ai travaillé énormément pour ça. Ok. Moi, non pas que je ne me considère pas comme handicapé et que je mette cette catégorie de personnes à part, j'en fais partie et c'est un monde dans lequel j'évolue, donc je le vis très bien. Juste que je veux peut-être aussi prouver un peu aux gens que tu peux être porteur d'un handicap et pour autant réussir à gommer tout ça. C'est un peu comme les sportifs handicapés qui veulent s'aligner dans les compétitions avec des valides. C'est un peu ça. Moi, le but, c'est de ne pas subir et de ne pas faire subir aux autres le handicap. Ok. On a Alex qui vient de passer et qui nous fait coucou. Pierrick, merci infiniment. J'aurais 20 000 autres questions à te poser, mais on va être un peu long sur le timing. On est déjà à 35 minutes. Merci infiniment pour ton temps. Merci à toi. Les amis, si vous voulez rejoindre Pierrick ou si vous voulez me rejoindre dans mon équipe chez Preto Galaxy, n'hésitez pas à appeler les numéros que je vais vous mettre sur l'écran ou en descriptif. Si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, s'il vous plaît, mettez-nous un petit 5 étoiles, ça mettra à remonter sur le référencement. Et du coup, plus de vues, du coup, plus de temps et plus d'énergie que j'accorderai pour inviter des invités exceptionnels comme Pierrick. Et laissez un commentaire si c'est sur YouTube. Merci infiniment Pierrick. Merci à toi Yacine, c'était cool. À plus tard, salut. À bientôt. Salut à Ciao. tous.